Bonsoir, bienvenue à vous en direct sur Public Sénat, votre émission pour aller plus loin ce soir sur le rôle de l'État dans le conflit taxi-VTC. À l'heure où la révolution numérique bouscule tous les secteurs, que peut-on encore attendre de l'État arbitre? Après une journée d'échauffourée, Manuel Valls a annoncé la nomination d'un médiateur. Mais pour quelle solution à long terme? Le débat est à suivre. On parle beaucoup d'ubérisation de l'économie. Et qu'en est-il pour la politique? Face à une défiance grandissante vis-à-vis des partis, la démocratie représentative est de plus en plus bousculée par des outils connectés et une expression directe des citoyens. De nombreux invités à notre compagnie pour en parler. Enfin, l'édito politique ce soir, l'un poursuit son ascension, l'autre sa chute. Emmanuel Macron toujours plus haut quand Manuel Valls baisse dans les sondages. L'analyse de Soisy Kemener de Marianne tout à l'heure. Voilà pour votre programme, merci de votre fidélité. N'hésitez pas à réagir via notre hashtag OVPL. Et tout de suite les repères de l'actualité, c'est avec Paul Bouffard. Bonsoir à tous. À la une de l'actualité, grève des taxis, des fonctionnaires et des contrôleurs aériens. Un mardi noir en France. Des centaines de chauffeurs de taxis manifestent toujours ce soir contre la concurrence des VTC, les véhicules de transport avec chauffeur. 24 personnes ont été interpellées lors d'incidents en Île-de-France. Ce soir, le préfet de police demande la dispersion des manifestants. Manuel Valls se donne 3 mois pour calmer les taxis. Un médiateur sera nommé dans les 48 heures. Côté fonction publique, plusieurs milliers de personnes ont défilé pour demander une revalorisation des salaires. Une mobilisation aussi contre la réforme du collège. Une grande journée de grève qui a fait réagir au Sénat, à gauche comme à droite. Écoutez. On recrute des fonctionnaires massivement alors qu'on les paye à crédit dès le mois de novembre et qu'on leur gèle le point d'indice qui permet l'évolution des salaires depuis plusieurs années, ce qui est absolument intenable. On l'a vu d'ailleurs encore avec la mobilisation contre le terrorisme suite aux attentats. On a besoin d'une fonction publique qui rend un service important à la population, donc il faut le reconnaître, et le reconnaître, ça passe aussi par le salaire. Il ne suffit pas simplement de saluer le travail qui peut être réalisé par les fonctionnaires dans ces circonstances-là, et puis par ailleurs ne jamais reconnaître, y compris matériellement, donc par l'amélioration de leur pouvoir d'achat ou l'amélioration de leur déroulement de carrière. Autre colère en France, celle des éleveurs. Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, débloque aujourd'hui 290 millions d'euros d'aide d'urgence. Les syndicats agricoles maintiennent la pression. Ils annoncent une journée noire demain partout en France. Les détails avec Mounir Soussi. Les producteurs du Sud-Ouest touchés par la grippe aviaire reprennent un peu d'oxygène. Pour faire face à l'épidémie et aux conséquences du vide sanitaire, le gouvernement leur attribue une enveloppe de 130 millions d'euros, près de la moitié des fonds débloqués aujourd'hui. Un montant qui satisfait les éleveurs de canards, mais les autres filières en difficulté attendent elles aussi un geste plus important. Le ministre a pris un certain nombre de mesures. Je le dis ici, sans esprit polémique, c'est notoirement insuffisant. J'ai des retours qui montrent dans l'ouest de la France, particulièrement touché, qu'il faudrait multiplier par 2, voire par 3 le montant. Un avis partagé par la FNSEA qui dénonce des mesures rustines. Pour le syndicat, les 290 millions d'euros débloqués ne suffiront pas à atténuer la crise du secteur agricole, affaibli par la politique des prix appliquée par l'industrie agroalimentaire et la grande distribution. Ces fonds d'urgence s'ajoutent au plan d'aide de 3 milliards d'euros décidé à l'automne dernier, après une vague d'action durant tout l'été, conclue par une manifestation géante place de la Nation à Paris. Demain, mobilisation et blocage sont prévus, notamment en Bretagne, où les agriculteurs annoncent un mercredi noir sur les routes. À Grande-Synthe, près de Dunkerque, 4 migrants ont été blessés au cours d'une rixe, l'un par arme à feu. Il s'agirait d'une bagarre entre 2 bandes rivales de passeurs. Près de 2500 migrants sont installés sur le site. L'État doit agir pour éviter la chienlit à Calais et dans sa région. Déclaration de Nicolas Sarkozy, le patron des Républicains. Élection à la tête de l'ARF, le républicain Philippe Richert devient aujourd'hui président de l'Association des régions de France. L'élu de la région Grand Est veut être un interlocuteur direct avec le gouvernement en matière d'emploi. Il était tout à l'heure sur notre plateau. Écoutez. Je pense que les 6 ans qui viennent, ça doit d'abord être un travail de partenariat avec l'État, de transfert de compétences, expérimentaux ou définitifs,
de remise à plat de la participation de l'État à la fiscalité de la région, parce qu'aujourd'hui, nous avons des marges de manœuvre très faibles, nous sommes dans une situation fragile malgré la taille de ces nouvelles régions. Et on voit bien que pour beaucoup de sujets, le président de la République a parlé de l'emploi. On sait très bien que pour essayer de lutter, ça passera notamment par les régions. Il faut donc qu'on travaille un partenariat et que l'État reconnaisse ce partenariat. Éboulement mortel à Bure, un technicien est mort dans l'effondrement d'une galerie sur le site d'enfouissement de déchets radioactifs dans la Meuse. Une autre personne a été blessée. Selon la direction du site, il n'y a eu aucune alerte relative à la nature du sol et il n'y a aucun danger de pollution. Une enquête a été ouverte. Ce chiffre à présent, la mortalité est en hausse sur les routes de France, plus 2,4% de personnes tuées en 2015. Annonce de Bernard Cazeneuve ce soir. Un plan d'urgence pour la sécurité routière a pourtant été mis en place. L'État prend des précautions, mais rien ne peut substituer à la responsabilité individuelle. Déclaration du ministre de l'Intérieur. Je vous le disais il y a quelques instants, des centaines de chauffeurs de taxi se sont mobilisés aujourd'hui contre les VTC. Manuel Valls ouvre une concertation. Va-t-on vers une sortie de crise? On en parle, Sonia, avec vos invités. Oui, merci Paul. Peut-on dire sur ce sujet, comme on l'avait autrefois entendu sur le chômage, l'État ne peut pas tout? Force est de constater en tous les cas que sur ce dossier brûlant du conflit entre taxi et VTC, l'exécutif, l'État semble démuni dans cette crise alors que la révolution numérique bouscule tous les secteurs. Que peut faire vraiment l'État arbitre? Où est la sortie de crise? On va en parler dans quelques instants avec nos invités, mais d'abord retour sur cette folle journée avec Solène Nicolas. Réunion d'urgence ce midi à Matignon. Manuel Valls recevait les organisations professionnelles de taxi. En réponse à leur colère, le Premier ministre a promis la multiplication des contrôles, un accompagnement pour les taxis en difficulté financière et un nouveau texte législatif. Malgré ces annonces dans l'après-midi, du côté de Porte-Maillot, les taxis ne décolèrent pas. Il y a 2 ans, à la même période, on nous a déjà fait cette même annonce. Et on sait comment ça se passe. On l'avertit, on lui a tiré la sonnette d'alarme sur tous les problèmes qui sont là aujourd'hui. On n'a pas été entendu. Et aujourd'hui, 3 mois, quand vous avez quelqu'un qui est à l'agonie, c'est pas 3 mois qui vont le sauver. On a besoin de mesures rapides et urgentes, tout simplement. Une réunion qui intervient après une matinée de tension émaillée d'incidents, des violences condamnées par Manuel Valls. Tôt ce matin, près de 1500 taxis se sont mobilisés pour protester contre la concurrence des VTC. À Paris, aéroport bloqué et circulation très fortement ralentie. 20 interpellations ont eu lieu pour violences volontaires, port d'armes et incendie. À Orly, un manifestant a été grièvement blessé. Principale cible des taxis, l'entreprise Uber et Emmanuel Macron. On a des professionnels qui s'autoproclament transporteurs de personnes. Nous, on a laissé s'autoproclamer maçons. Vous voyez le résultat? Les taxis reprochent au gouvernement une mauvaise application de la loi Thévenoud d'octobre 2014. Ils dénoncent une concurrence déloyale, accusant les VTC de casser les prix. En septembre dernier, le Conseil constitutionnel les avait en effet autorisés à pratiquer la tarification de leur choix. Et nos invités ce soir, Denis Jacquet, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes entrepreneur, cofondateur de l'Observatoire de l'ubérisation et également président de l'association Parrainer la croissance. Nous accompagne ce soir François-Jeanne Bello, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes le fondateur de l'Observatoire Taxi VTC. On va en parler, c'est une plateforme pédagogique pour comprendre ce conflit, ses tenants et ses aboutissants. Et vous êtes également professeur associé à l'École de guerre économique. Avec nous ce soir, Nicolas Banchet, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes le directeur général adjoint des taxis G7. Alors messieurs, c'est une folle journée, on vient de le voir dans ce sujet, qui en rappelle une autre, Denis Jacquet, c'était en juin dernier, il n'y a pas si longtemps. Et la colère est toujours aussi forte aujourd'hui du côté des taxis. On a vu presque les mêmes images, des blocages, des interpellations, des pneus en feu. Avant d'entrer dans les détails, que vous inspire cette réalité, ce paysage déjà? Je pense que d'abord, rien n'excuse dans aucune situation, dans aucun compartiment de l'économie, la violence et ces débats totalement exacerbés, totalement violents, totalement dérapants. On ne peut pas excuser ça. Rien ne l'excuse. On ne peut pas l'excuser chez Air France, on ne peut pas l'excuser chez les taxis. On doit l'excuser chez personne et être d'une fermeté absolue là-dessus. À peu près tous les métiers, toutes les professions, tous les secteurs sont touchés aujourd'hui par la digitalisation et par l'ubérisation. Il n'y a pratiquement, dans ces 12 derniers mois, que les taxis
et Air France qu'on voit déchirer des chemises, brûler des pneus, etc. Dans ma propre profession, j'ai dû m'adapter, etc. Je ne suis pas descendu dans la rue, j'ai cassé la figure à personne et j'ai envoyé de pneus brûlés à personne. Ce n'est pas comme ça qu'on règle des problèmes. Ils ne sont pas plus désespérés que les autres, ils ne sont pas plus agressés que les autres, ils ne sont pas plus en danger que les autres. On ne voit pas non plus les banquiers, les hôteliers, ils se battent avec des armes, il y a des armes juridiques, il y a de la négociation et c'est comme ça que ça se fait dans un pays civilisé. J'aimerais qu'on reste dans une civilisation normale en France, donc c'est pas comme ça que j'ai envie de voir se démarrer ce débat. Et sans être ni pour ni contre. Non, personne n'est contre les taxis qui existent, ni contre ceux qui arrivent, ou pour. C'est simplement que ce n'est pas comme ça qu'on discute dans une démocratie. Vous comprenez, oui, cet argument, Nicolas Blanchet, avant qu'on parle vraiment et des difficultés des chauffeurs, parce qu'on en a tous conscience ici. Alors, premier point, effectivement, je pense que on condamne également les violences qu'on a pu voir aujourd'hui, sans ambiguïté, avec la plus grande des fermetés. Effectivement, quand on réclame le respect de la loi, la violence n'est pas une solution. Et ça me permet de rappeler qu'aujourd'hui, c'est peut-être la première fois qu'on a une profession qui descend dans la rue pour demander le respect de la loi, puisque c'était la motivation principale de ce mouvement. On a une loi qui date de 2014, qui a été le fruit de longs travaux, avec les taxis d'un côté, avec les VTC de l'autre, qui fait consensus, qui aujourd'hui n'est pas appliqué. Mais vous avez raison de rappeler cette situation paradoxale. Si aujourd'hui il y a eu des échauffourées, il y a eu des violences, c'est pour que la loi, paradoxalement, soit appliquée tout simplement. Exactement. Aujourd'hui, on a une loi qui est équilibrée, qui a imposé un certain nombre de contraintes, qui a défini un certain nombre de devoirs pour les VTC, pour les taxis. Et aujourd'hui, cette loi n'est pas respectée. On va en parler justement. On poursuit notre tour de table. François-Eugène Bello, avant de parler de la situation des chauffeurs de taxi, est-ce que vous pensez peut-être que la question elle est un peu périphérique, mais est-ce que quand même les chauffeurs de taxi, quand on voit ces images, ils ont perdu une bataille, peut-être une guerre, celle de la communication des images. Elle est importante aussi dans notre métier, l'image qu'ils donnent également par rapport à leurs clients, aux consommateurs. Nous, ce qu'on constate en observant effectivement ce conflit avec des étudiants depuis 2 ans, c'est peut-être que d'entrée, vous parliez tout à l'heure d'autres secteurs qui sont touchés par cette numérisation, par cette ubérisation. Je dirais qu'il n'a peut-être pas été choisi par hasard, ce secteur-là, parce qu'il était peut-être au démarrage un peu caricatural. C'est-à-dire que c'est peut-être un peu plus facile de s'attaquer, je dirais, au taxi qui, dans l'environnement pour les Parisiens, représente peut-être une cible un petit peu facile. S'attaquer à un hôtelier, c'est peut-être plus difficile. La profession des taxis n'est pas forcément très bien organisée. Voilà. Donc, je pense que c'est pas totalement par hasard si toute l'ubérisation s'est cristallisée sur un conflit. Enfin, d'ailleurs, c'est assez intéressant, c'est que on a appelé ça le conflit taxi-VTC. Et nous, c'est vrai qu'on est l'école de guerre économique, donc on étudie ce genre de choses. Et là, c'était tout naturellement qu'on s'est penché sur ce sujet-là, parce que c'était vraiment un sujet de conflit avec, au passage, c'est vrai, peut-être aussi parce que c'est une minorité qui descend dans la rue, qu'on voit beaucoup et qu'on entend beaucoup par rapport à d'autres. Oui, mais dans ce que vous citiez tout à l'heure, on sait les entendre aussi. Enfin, il y a effectivement certaines professions qui font plus de bruit que d'autres. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il y a une cristallisation, justement, et une focalisation de l'attention sur cette guerre qu'on a appelée ainsi, d'ailleurs, ce conflit taxi-VTC, alors qu'on parle d'une ubérisation dans tous les secteurs? Je sais pas pourquoi les taxis, pas d'autres. Alors peut-être qu'ils ont cette capacité que d'autres n'ont pas, aussi comme les agriculteurs, etc. À un moment donné, ou les poids lourds, d'avoir l'avantage de pouvoir se mettre sur la route, de bloquer. Et forcément, ça fait des images à la télé. Alors c'est plus facile que demain, des hôteliers vont pas prendre leur hôtel, le déplacer et le mettre au milieu d'une route. C'est plus compliqué. Il faut faire de la musculation pendant des années. Mais au-delà de ça, je pense ils n'imaginent pas à quel point ils pourraient avoir le respect du public, d'abord parce que ce sont des gens qui, en gros, bossent 70, 75, 80 heures par semaine, et que ces gens-là méritent le respect. Ils méritent le respect parce qu'ils ont payé une licence, et comme tout commerçant qui a payé une licence, à un moment donné, il dit « Ok, on change les règles en cours de route, une concurrence forte arrive, et ils peuvent se poser des questions, avoir peur légitimement. » Bon. Après, moi, je pense qu'il faut relativiser un tout petit peu. Si on regarde l'exemple d'un certain nombre de pays, notamment des États-Unis, ça a été exactement la même cristallisation pendant un moment. À New York, vous avez, je crois, à peu près 20 000 Uber pour 12 000 taxis. Les taxis sont toujours là, ils ne sont pas morts. Et récemment, dans les 6 derniers mois, le prix de la plaque a augmenté. Donc, au final,
tout le monde est gagnant. Pourquoi? Parce qu'on a accru le marché et qu'au bout d'un moment, c'est comme un commerce. Si vous avez plus de passants, plus de potentiel, la valeur augmente. Donc il faut laisser le temps aux produits de s'installer. Et le reproche principal que je fais à ce débat, c'est que quelqu'un débarque et toutes les professions, dans tous les secteurs de cette France très corporatisée, arrivent, se lèvent et disent non, 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 surtout pas de nouveaux acteurs, laissez que les anciens. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Soit on veut avoir des entrepreneurs français, des géants du numérique, des gens qui s'installent et une concurrence qui alimente le marché, accroît l'activité, soit on dit écoutez, laissez-nous entre nous, on maintient le statu quo, on ne bouge pas, et puis je reste sur votre mot. Vous avez parlé de corporatisme, Nicolas Bancher. Alors il y a probablement un pourcentage, une petite part de corporatisme, mais racontez-nous, quelle est la situation des chauffeurs de taxi aujourd'hui? Parce qu'il y a plusieurs catégories. Il y a vous représentez les taxis G7, il y a les taxis indépendants. Est-ce qu'il y a, une véritable paupérisation de ce métier? Est-ce qu'il y a des chauffeurs de taxi qui croulent sous les charges, qui sont vraiment endettés? C'est une réalité? Tout à fait, effectivement, aujourd'hui c'est une réalité. Si les chauffeurs de taxi étaient aujourd'hui dans la rue pour crier leur désarroi, c'est parce que c'est une réalité. Aujourd'hui, les revenus des chauffeurs de taxi sont en chute libre. Ils ont des charges par ailleurs, ils ont des coûts fixes et ils sont aujourd'hui complètement étranglés. Ce qui est intéressant, c'est de noter que les chauffeurs de taxi dénoncent cette situation, mais les chauffeurs VTC aussi. On entend beaucoup les plateformes s'exprimer en ce moment, mais il faut quand même rappeler qu'en... Il va y avoir un point en commun alors. Oui, il y a un point en commun, tout à fait, mais il y en a beaucoup plus que vous ne le pensez. Mais en décembre, les chauffeurs VTC eux-mêmes étaient dans la rue. On ne se voit pas quand certains sont pris à partie, pardonnez-moi. Oui, effectivement, il y a eu quelques débordements, mais il faut quand même rappeler que en décembre, les chauffeurs VTC étaient dans la rue pour manifester contre la baisse de leurs revenus et la paupérisation de leur profession. Et il y a eu un communiqué de presse qui a été diffusé par les chauffeurs VTC. Encore une fois, je ne parle pas des plateformes, je parle des chauffeurs, ceux qui bossent sur le terrain, qui a été diffusé juste avant la grève pour dire on vit la même chose. Aujourd'hui, on est en train de donner l'illusion qu'on crée de l'emploi. On ne crée pas de l'emploi, on crée de la précarité. On crée des emplois qui ne permettent pas de vivre. Et c'est une situation qui est dénoncée, encore une fois, aussi par les VTC. Et à chaque fois, et vous allez nous expliquer pourquoi, et donner votre sentiment, François-Jeanne Bello, à chaque fois, les regards se tournent encore une fois vers l'État. Manuel Valls a annoncé donc la nomination d'un médiateur, et puis des contrôles plus stricts. Très bien, mais selon vous, qu'est-ce qu'on attend encore dans ce conflit? Qu'est-ce qu'on attend encore de l'État arbitre? Qu'est-ce qu'il peut vraiment faire dans cette situation? Ce qui est assez étonnant, et c'est aussi pour ça que l'Observatoire s'est fait pour prendre de la hauteur pour nous et un peu de recul. Et puis, alors que voyez-vous depuis votre tour cet Observatoire? Là où on est dans l'immédiateté de l'information, c'est aussi d'essayer de se souvenir. Je crois qu'il y a 2 ans, il y a déjà un médiateur qui a été nommé. Oui. Donc en fait, on est dans le bis repetita, et c'est vrai que ce qu'on constate, c'est que l'histoire recommence. C'est qu'on n'avance pas, c'est que le régulateur tient pas forcément son rôle. Vous disiez tout à l'heure qu'il y a des textes de loi qui ne sont pas appliqués. Souvent, il y a eu une mesure, quelques mois après, il y a eu une contre-mesure. Ce qu'on constate quand même de façon extérieure, c'est que le régulateur régule pas beaucoup, en fait. L'État n'a pas forcément un rôle de régulateur. Et c'est que, à la limite, il voudrait rendre les choses peut-être plus confuses. Et nous, on voulait justement, par la pédagogie, essayer d'expliquer le statut de taxi, le statut de VTC. Mais ils ne demandent pas que de la pédagogie, je crois, les chauffeurs de taxi. Bien sûr, mais chacun son job. Mais c'était extrêmement compliqué. Et finalement, au lieu de simplifier, au lieu d'apporter des solutions, on a l'impression que l'État complexifie parfois un petit peu la donne et on ne sait plus trop, vous voyez, aujourd'hui, on ne sait plus trop la situation. Vous attendez, évidemment, vous attendez des solutions de l'État, c'est ce que vous avez demandé aujourd'hui avec d'autres taxis. Il y a eu cette nomination d'un médiateur, et puis après? Je pense que quand la loi n'est pas respectée, évidemment, on se tourne vers l'État, vers le gouvernement pour que la loi soit respectée. Mais vous savez que ça va bien au-delà de la loi, ce phénomène d'ubérisation, c'est ça tout le problème? Oui, mais aujourd'hui, je pense que pour bien recentrer le débat, il faut rappeler que les taxis ne sont pas contre la concurrence. La loi du 1er octobre 2014, elle a été construite en concertation avec les taxis et avec les VTC. Cette loi crée un nouveau statut, voiture de transport avec chauffeur, qui permet de faire du transport de personnes avec un statut différent de celui de taxi. La situation qu'on a aujourd'hui, on a fait des tests, vous utilisez la première plateforme dite de VTC, vous appelez 10 véhicules, vous en avez 3 qui arrivent avec le bon statut, avec le statut de voiture de transport avec chauffeur, et vous en avez 7 qui arrivent
soit avec un statut qui ne permet pas le transport de personnes individuelles, soit sans statut. Et c'est ça qu'on dénonce. Ce n'est pas la concurrence des VTC. La concurrence des VTC, elle est légale aujourd'hui, on l'accepte. Les taxis Elle est l'acceptent. installée, même si certains chauffeurs de taxi, mais sûrement qu'ils s'expriment en leur nom propre, demandent quasiment la suppression des VTC, ce qui est impossible aujourd'hui, on est d'accord? On est d'accord, les termes étaient extrêmes. Ce que voulaient dire les personnes qui ont porté cette revendication, c'est que si l'État n'est pas capable de faire respecter la loi vis-à-vis de ce nouveau statut de VTC, la seule solution, c'est de le supprimer. Évidemment, aujourd'hui, ce n'est pas possible. Le message qui est derrière, c'est qu'on a besoin que la loi soit respectée. C'est tout ce qu'on On a demande. besoin que la loi soit respectée, mais Denis Jacquet, vous avez des observatoires. Expliquez-nous. Un observatoire, c'est fait aussi pour anticiper. Et l'État aussi a évidemment tout un système de veille pour anticiper. Comment ça se fait-il qu'ils n'ont pas anticipé et justement imaginé des pistes avant cette loi de régulation, de réglementation des transports? Enfin, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas un secteur qu'on laisse tout seul. Comment l'expliquer? Juste pour revenir un tout petit instant sur quelque chose que j'aimerais qu'on arrête de dire sur tous les plateaux télé, parce que c'est faux. La paupérisation, l'insécurisation. Il faut qu'on arrête avec ça une fois. Non, ça ne va pas très bien. Aujourd'hui, quand vous discutez vraiment avec tous les chauffeurs, moi j'utilise de tout, donc je suis très à l'aise avec tout le monde parce que j'utilise un peu tous les services et je les compare. Depuis un certain nombre d'années que c'est aux États-Unis où j'ai vécu un peu et en France ils sont arrivés. La sociologie, la plupart des chauffeurs de taxi, notamment des VTC, aujourd'hui, sont des gens qui arrivent d'un certain nombre de banlieues parisiennes, qui sont à très large majorité d'origine maghrébine et qui, pour une extrêmement large majorité, mais on ne parle pas de 50%, on parle de 70, 80, 90%, n'avaient avant que le RSA, voire rien du tout pour s'en sortir chaque jour. Donc on peut dire qu'un type qui gagne que 1500 €, c'est paupérisé. Moi, j'estime que quand il passe de 400 € à 1500, il a juste augmenté à la fois sa possibilité dans la vie de franchir une première étape vers quelque chose de mieux, qu'il a commencé à avoir un costume, une voiture neuve, etc., de rentrer dans un service client, de monter sa boîte, et il y en a plein qui bossent pour créer leur entreprise. Vous réfutez le mot paupérisation. Donc, il y a quand même des difficultés. C'est juste le plus grand scandale intellectuel que les gens... Et ils devraient arrêter de l'utiliser pour ça, parce que si un jour... Blanchet, non mais, pour être très honnête, si un jour on remplace les 3 personnes qui sont autour de la table par ces gens-là, à qui on donne rarement la parole, et nous, on les écoute, on commence à les recevoir, on s'aperçoit qu'ils vous doucent... On allait les voir et ils étaient dans tous les reportages et ils ne doucent pas paupérisation, ils disent on a enfin une chance dans la vie. Maintenant, est-ce que le système est parfait? Non. Est-ce qu'il peut s'améliorer? Oui, mais il faut arrêter de dire que quelqu'un qui triple ses revenus est paupérisé. Ça, c'est un discours qui n'est pas possible à entendre. Je voudrais vraiment que vous réagissiez, parce que dans les reportages, on a effectivement 2 visions très différentes. Quelle est la réalité? Écoutez, je ne sais pas si on peut... Enfin, ma vision et la vision qui est partagée... parce que nous aussi, évidemment, on parle à nos chauffeurs. Je pense qu'on est dans une situation économique qui est difficile. Alors, vous ne voulez pas appeler paupérisation, très bien, mais la situation est extrêmement délicate. Quand vous avez pris des engagements pour avoir une licence, quand vous avez pris des engagements pour avoir un véhicule, quand vous avez pris des engagements pour équiper ce véhicule, parce que je vous rappelle que le chauffeur de taxi a un certain nombre d'équipements obligatoires pour exercer son métier, que vous avez vos revenus qui baissent de 30%, on parle de revenus, donc de chiffre d'affaires, vous avez des charges par ailleurs qui sont fixes, vous êtes étranglé. Donc vous ne voulez pas l'appeler paupérisation, très bien. Mais ils sont aujourd'hui dans une situation économique. Moi, je parle des nouveaux entrants, je ne parle pas des anciens. Mais les nouveaux entrants, l'équation est la même. On peut se poser aussi une question, et vraiment c'est sans agressivité de ma part. On connaît bien Taxi G7, Taxi Bleu, tout ça, c'est le même régime avec une centrale. Et vraiment, c'est un discours d'entrepreneur, donc rien contre le profit et la réussite. Vous avez mis beaucoup de mise en garde. On pourrait très bien dire qu'à un moment donné, étant donné les taux de profitabilité d'entreprises comme G7, Taxi, on sait ce qu'ils payent chaque mois, on sait les redevances qu'ils payent, les surcoûts de nuit pour l'activité du radiotaxi, etc. On pourrait se dire, écoutez les gars, moi aussi, G7, qui vous allez en demander, je vais participer à votre dépaupérisation en partageant un peu mieux la valeur effectivement qui est là. Parce qu'une partie de ce qu'ils payent aujourd'hui, G7 gère par une autre filiale les voitures qu'ils mettent en leasing. G7, c'est une réalité, ça. Donc à un moment donné, la boîte pourrait dire, écoutez, ça fait 20 ans que je suis en quasi-situation de monopole, je vais vous aider à vous en sortir un peu. Pourquoi l'État uniquement? Et puis après, il y a la régulation. Moi, je pense que la loi aujourd'hui, il faut juste la stopper. Pas uniquement parce que celui qui dirige les taxis bleus aujourd'hui effectivement a participé à cette loi avant et est devenu depuis le dirigeant. Donc on peut toujours se poser des questions de collusion. Je ne donne pas de réponse, mais je me pose juste des questions. On connaît la France, c'est un petit milieu, les gens se connaissent et puis s'échangent d'une caste à l'autre. Mais moi je pense que la loi doit être ouverte parce qu'aujourd'hui le numérique ouvre un nouvel espace qui ne peut plus obéir aux règles anciennes et dont on doit écrire les nouvelles règles. Mais par contre, elles doivent être effectivement, et là je vois, les mêmes pour
tout le monde. Mais une fois qu'on a mis ça, pourquoi des VTC, pourquoi des taxis? Au bout d'un moment, on met quelqu'un dans une voiture. C'est tout le problème de ce débat, c'est mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Mais apparemment, Nicolas Banchet, ce qui a été annoncé aujourd'hui ne suffit pas puisque le mouvement est reconduit pour demain. Donc c'est un fait et peut-être... Vous avez d'autres informations? C'est déjà pour demain? Non, alors vous en avez peut-être plus que moi, puisque les tractations sont toujours en cours, les discussions sont toujours en cours. Effectivement, ce qui a été annoncé semble aujourd'hui insuffisant pour la profession, parce que comme vous l'avez rappelé... Est-ce que vous êtes d'accord pour la reconduction? Parce que je ne sais pas si tous les représentants des taxis sont sur la même ligne. Est-ce que vous êtes pour cette reconduction demain? Alors nous, on n'a pas appelé à la grève. C'est pas notre rôle d'acteur économique d'appeler ou de ne pas appeler à la grève. Mais je vous demande personnellement votre avis. Personnellement, le fait est que les annonces qui ont été faites aujourd'hui par le gouvernement, qu'il s'agisse du renforcement des contrôles, on va encore tomber sur les chauffeurs, par contre les plateformes vont s'en tirer à bon compte, qu'il s'agisse de la nomination d'un médiateur ou de la mise en place d'un certain nombre d'accompagnements pour les chauffeurs en difficulté, ce sont des mesures insuffisantes. Et comme le disait un syndicat dans le reportage que vous avez montré, ce ne sont pas des solutions immédiates et les taxis ont besoin de solutions immédiates. Je voudrais vous laisser à tous les trois quelques minutes pour conclure. Une conclusion aussi pour se projeter. François-Jeanne Bello, puisque vous êtes à la tête de cet observatoire. Et maintenant, est-ce que c'est un conflit qui va s'installer avec parfois des bouffées de violence, des poussées de fièvre régulières? C'est un petit peu le sparadrap du capitaine Haddock que l'État n'arrivera plus finalement à décoller parce qu'il y a cette loi qui n'est pas appliquée. Et on se demande comment est-ce qu'elle pourra l'être. Depuis un an, elle ne l'est pas. Le conflit, il a quand même un petit peu évolué. Hein. C'est que au début, mais indépendamment de ça, au début, c'était... on a présenté taxi contre VTC, alors qu'effectivement, vous le rappeliez, c'était plutôt des chauffeurs contre des plateformes. Parce que les VTC ont existé avec la grande remise et ça se passait bien. Après, il y a eu aussi une période où, il y a à peu près 6-8 mois, où les VTC français se sont montés contre les VTC, enfin les plateformes françaises sont montées contre les plateformes américaines. Donc c'était un petit peu le tous contre Uber. Aujourd'hui, moi j'ai un peu l'impression que tout le monde se tourne un peu contre le gouvernement, effectivement, contre l'État, pour dire on attend des réglementations. Effectivement, on entend aussi des chauffeurs de VTC dire qu'ils voient leur salaire baisser. Et que, voilà. Donc, il y a peut-être un déplacement du conflit, en tout cas des belligérants, pour reprendre ce terme, et peut-être se mettre d'accord pour avoir un ennemi commun. Même conclusion, Denis Jacquet, même question. Oui, moi je pense, le seul sujet, on en parlait un petit peu avant d'arriver sur ce plateau, c'est une digitalisation. On souhaite avoir des acteurs français de taille mondiale et il ne faut pas qu'on ait des nains. Donc si demain le leader mondial est G7, moi j'applaudis dès demain, j'ai aucun problème avec ça. Donc il faut qu'on ait des leaders. Pour l'instant, ils sont américains, j'ai envie d'avoir des Français. Si on tue dans l'œuf tous les Français qui essayent de venir, si on met en garde à vue des gens comme Hitch, mardi, ce que je trouve un scandale abominable, si Emmanuel Macron nous emmène à Las Vegas et pour nous faire rentrer dans ce temple d'électronique pour le lendemain laisser des entrepreneurs en prison, c'est juste inacceptable. Et on doit faire en sorte qu'il y ait une nouvelle règle pour qu'on accroisse l'activité. Quand on va accroître l'activité, tout le monde gagnera beaucoup mieux. Même question, Nicolas Banchet. Je pense qu'on peut être que d'accord. On a envie que le conflit soit rapidement derrière nous. Vous parlez de digitalisation. Demain, ça continue. Ouais. Vous avez parlé de digitalisation. Je tiens à rappeler qu'on a été les premiers à lancer la commande par smartphone en 2008, avant même que les VTC soient créés. À l'époque, Uber n'était même pas une idée. Merci messieurs, mais restez avec nous la suite de votre émission. L'un poursuit son ascension, vous en avez parlé, et l'autre sa chute. Le premier, c'est Emmanuel Macron, toujours plus haut, quand Manuel Valls baisse dans les sondages, et c'est l'édito politique ce soir. Comme un miroir inversé, quand l'un monte, eh bien l'autre chute. Macron, Valls, on en parle ce soir avec Soisig Kemener. Bonsoir, bienvenue Soisig. Vous êtes rédactrice en chef du service politique de Marianne. Alors Soisig, la cote de popularité de Manuel Valls ne suit pas du tout celle d'Emmanuel Macron, mais plutôt celle de François Hollande. En fait, ce qui se passe, c'est que, Sonia, c'est que Manuel Valls s'était pris dans un étau. C'était il y a 3 mois. On disait qu'il était coincé entre Bernard Cazeneuve, côté sécurité, et puis Emmanuel Macron, qui avait pris la posture, lui, du réformiste de gauche. Et on voit que là, il y a un nouvel étau, et la mâchoire se resserre sur Manuel Valls, et c'est encore une autre histoire. Ce qui se passe, c'est qu'il est coincé maintenant, d'un côté, entre François Hollande, qui a pris le virage sécuritaire que l'on sait devant le Congrès à Versailles le 16 novembre dernier, et qui maintenant charge Manuel Valls du service
service après-vente. Alors c'est d'autant plus délicat, difficile, que Manuel Valls avait dit devant quelques journalistes qu'il pensait que la déchéance de nationalité, la fameuse déchéance de nationalité pour les terroristes binationaux ne serait pas retenue finalement dans le projet de révision constitutionnelle. Or, il a dû manger son chapeau puisque ça a bien été annoncé et que la loi arrive en discussion alors à la commission des lois de l'Assemblée nationale demain, et c'est Manuel Valls qui ira en première ligne pour une autre raison, c'est que Christiane Taubira, la garde des Sceaux, a, elle, annoncé qu'elle était de toute façon contre la déchéance de la nationalité, donc elle ne participe pas au débat. Donc c'est Manuel Valls qui est en première ligne, alors même qu'il avait dit que cette mesure était selon lui simplement symbolique. Donc il est coincé déjà de ce côté-là. Et il restera monsieur loyal, Manuel Valls, il est, si je puis dire, dans la roue de François Hollande. Voilà, alors c'est toute la difficulté de son poste, évidemment. D'autres premiers ministres l'ont connu avant lui, notamment François Fillon. Et alors, de l'autre côté, il a ce côté droit, si j'ose dire. On a Emmanuel Macron, alors qui se livre à l'exégèse de la pensée présidentielle en disant à Davos, mais si, regardez, François Hollande, ce qu'il dit, de facto, c'est la fin des 35 heures. Et on voit que Manuel Valls est dans un créneau finalement très court, puisque lors de la remise du rapport Badinter, donc qui va servir de préambule au nouveau code du travail, donc ça a été présenté lundi matin, et à ce moment-là, il dit non, nous on ne touche pas aux 35 heures, mais en revanche, ce n'est plus une transgression de vouloir aller plus loin que les 35 heures. On comprend que c'est surtout très compliqué, donc on a d'un côté un Premier ministre qui défend la déchéance de la nationalité, alors même qu'on sait qu'en privé, il juge la mesure simplement symbolique. Et puis on a de l'autre côté un Premier ministre, toujours, qui défend les 35 heures, alors même qu'on sait qu'au fond, il est sur la même posture qu'Emmanuel Macron. Quelque part, c'est la même position, pardon, c'est pas une posture. Quelque part, c'est l'enfer de Matignon qui se montre là. C'est très bien dit. C'est un chemin de crête également pour Manuel Valls. Merci beaucoup, Swazik Kemener, pour votre analyse. Et je présente, on va le voir à l'écran, votre récent ouvrage, coécrit avec François Aubel. Le voilà, Julie Gaillet, une intermittente à l'Élysée, aux éditions du Moment. On aura l'occasion de vous recevoir pour en parler avec plaisir. Merci encore, Swazik. Il est 22h30 passé. Tout de suite les repères de l'actualité avec Paul Bouffard. On l'a appris il y a quelques instants, la reconduction de la grève des taxis. Demain, la préfecture de police demande donc aux franciliens d'éviter l'est et l'ouest de la capitale. Un pas de plus pour la défense de la biodiversité. Le Sénat a adopté aujourd'hui la loi du même nom, un texte remanié par les sénateurs et qui pose de nouveaux principes. Quelles sont ces nouvelles modifications législatives? Voici les détails avec Géraldine Bavoilo. Le Sénat, à la reconquête de la biodiversité, vote un texte enrichi. Élément phare du projet, la création de l'Agence française pour la biodiversité. Son but est de rassembler entreprises et associations pour un meilleur suivi technique. Un article aussi très attendu sur les préjudices écologiques a été voté par les sénateurs. Il permet de faire payer aux pollueurs les dégâts infligés à la nature. Enfin, ils se sont mis d'accord pour supprimer l'avantage fiscal de l'huile de palme pour protéger les forêts. Les élus écologistes en première ligne sont satisfaits mais ont un regret. C'était l'interdiction du chalutage en eau profonde. Ça, c'est un vrai scandale. Ça détruit les fonds marins, ça ruine les stocks, c'est-à-dire que ça va tuer l'emploi des pêcheurs à terme, ça consomme plus d'énergie et ça remonte du poisson plein de mercure pour les consommateurs. Donc ça, c'est une monstruosité, oui. Le rapporteur souligne l'équilibre politique du texte. Il faut tenir compte de différences entre nous. On n'est pas tous du même moule, même si on appartient aux Républicains, on appartient aussi aux socialistes, on appartient aussi... Enfin, le Sénat, c'est une grande famille, la famille des territoires, la famille... Donc on a été dans la bonne direction, mais il y a des divergences parfois qui assez vives se posent. Je pense qu'il y a pas mal de progrès dans le respect mutuel qui ont été faits. L'adoption définitive du texte est prévue avant l'été, mais pourrait être repoussée à l'automne. Il l'a déclaré tout à l'heure dans notre émission Preuve par 3. Le patron des Républicains au Sénat met en garde l'exécutif. Bruno Retailleau qui affirme que la Haute Assemblée amendera le texte de révision constitutionnelle s'il n'est pas conforme aux engagements pris par François Hollande. La réforme peut, selon lui, être vouée à l'échec. Les meilleurs moments de Preuve par 3 sont à revoir tout à l'heure à partir de 23h10. Et puis, notez ce vif échange cet après-midi à l'Assemblée nationale. La députée écologiste Cécile Duflot dénonçait la poursuite du projet d'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Manuel Valls, le Premier ministre, n'a pas mâché ses mots pour lui répondre. Écoutez. Madame Duflot, les collectivités locales ont unanimement salué cette nouvelle étape. Attendue, logique et utile
pour l'ouest de la France, pour reprendre leurs propres termes. Et je le rappelle, ce projet est en effet soutenu par l'ensemble des collectivités locales. Il s'agit de qui, Madame Duflot? Du président du conseil départemental? Du président du conseil régional, qui est sur la même position que son prédécesseur? De la maire de Nantes? De plusieurs parlementaires? De l'ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault, dont vous étiez vous-même membre du gouvernement? Ont-ils tort, Madame Duflot? Connaissent-ils moins bien que vous la réalité du terrain et les attentes de l'économie sur ce secteur? On parlait tout à l'heure des mauvais chiffres de la sécurité routière. Peut-être seront-ils meilleurs demain avec les futurs travaux de l'Observatoire national de la route mis en place aujourd'hui. Objectif, cartographier le réseau routier français. Il faudra évaluer 1 million de kilomètres. On passe tout de suite au second débat de ce soir. Cette question, la société civile peut-elle venir au secours de notre modèle politique? Élément de réponse, Sonia, avec vos invités. Oui, on parle beaucoup de l'ubérisation de l'économie, mais qu'en est-il pour la politique? Vous avez sans doute remarqué qu'il y a de plus en plus d'initiatives, de projets et d'outils numériques pour porter une parole, des idées en dehors des chemins traditionnels. Alors face à une défiance des politiques, ces initiatives sont louables, bien sûr, elles sont bienvenues même, mais quels sont leurs buts précis, leurs intentions? S'agit-il vraiment d'une nouvelle manière de faire de la politique? Après l'économie, la politique serait-elle sur le point de se faire ubériser? On en parle avec nos invités ce soir. Anne Levade, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, vous êtes professeur de droit public, juriste. Vous présidez également la haute autorité de la primaire du Parti Les Républicains. Merci d'être avec nous. Pas pour ça que vous m'avez demandé. Non, en tant que juriste et professeur de droit public. Mais ça peut être un regard intéressant quand même, parce que les primaires font partie de cette initiative. Philippe Moreau-Chevrolet, bonsoir. Bonsoir Sonia. Communicant, président de l'agence MCBG Conseil. Nous accompagne également ce soir Claude Posternac, bonsoir. Bonsoir. Fondateur du site L'Important, président de l'agence La Matrice. Et vous avez créé avec d'autres une association qui s'appelle La Transition. On va en parler afin de proposer des candidats citoyens pour 2017. Cyril Lage, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le fondateur du site Parlement Citoyen. Vous êtes aussi à l'origine de l'initiative Démocratie Ouverte. On va parler de toutes ces initiatives. Mais d'abord, madame, messieurs, avant de parler, Anne Levade, des initiatives, des projets en eux-mêmes qui se multiplient, on observe en France, est-ce que vous êtes d'accord, est-ce qu'il y a un vrai mouvement, une vague peut-être inéluctable de multiples actions pour contourner la politique ou en tous les cas en faire autrement? Alors, je pense qu'il faut faire attention aux mots et aux termes, et aussi, vous l'avez dit, aux objectifs qui sont poursuivis, aux buts qui sont poursuivis. Nous sommes, en France, mais comme ailleurs dans le monde, dans un modèle qui est celui de la démocratie représentative. Ce modèle, il est incontestablement, pour des raisons différentes et par des voies différentes, à peu près partout dans le monde contesté. Sachant que c'est un modèle qui repose sur, j'allais dire, une fiction, qui est celui du mandat, qui est confié à nos représentants, quels qu'ils soient. C'est-à-dire cette idée qu'on leur fait confiance pendant une certaine durée du mandat pour lequel on les a élus, pour agir en notre nom et en notre place. Du coup, la démocratie représentative, ça suppose, j'allais dire, deux moments différents. Il y a le moment de la désignation des représentants, c'est-à-dire le moment où on les élit. Et puis, il y a ensuite le moment où ils agissent en notre nom, c'est-à-dire le moment où ils décident. Et moi, j'insiste toujours sur ce point-là. Bien sûr, la démocratie, c'est le débat, mais c'est aussi d'abord un mode de gouvernement. Donc le moment où ils gouvernent, quelle que soit leur place, quel que soit leur... Et le moment où nous les jugeons sur les faits. Qui, normalement, est le terme de l'élection. C'est ainsi que les choses sont conçues. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'on voit des initiatives. Ce qui est intéressant, c'est que les initiatives, elles sont de deux types. Elles viennent de la société civile, comme on dit, pour utiliser une formule large qui, en plus, couvre des réalités très différentes. Elles viennent aussi du monde politique lui-même, et notamment des parlementaires qui, de plus en plus, sont demandeurs de cette participation, en général au stade du débat, au stade de l'alimentation et de la génération des idées, mais qui parfois sont un peu piégés par, en fonction du but qu'ils ont annoncé, le mouvement, dès lors que parfois ils ne parviennent plus à décider, parce que l'autre composante essentielle de la démocratie représentative, c'est qu'évidemment à un moment il faut mettre un terme au débat pour accepter le principe de la majorité. Décider, voilà. Et Exactement. aucune Ça, démocratie, c'est très intéressant. aucune démocratie n'est fondée sur l'unanimité. Alors donc vous avez parlé de ces initiatives qui viennent de la société civile, ça on va en parler avec Claude Posternac, et il y a d'autres initiatives, elles viennent aussi du monde politique et elles viennent également de la révolution numérique. Philippe Moreau-Chevrolet, ça ne vous choque pas qu'on puisse dire que la politique s'ubérise aussi comme l'économie, même si c'est
pas très beau. Hein. Non, on voit ça à deux niveaux. On voit ça au niveau de la population, qui est le niveau le plus important. Au niveau des électeurs, il y a ce qu'on appelle, ce que les chercheurs en communication politique, parce que ça existe, appellent le consumérisme politique. C'est-à-dire qu'au fond, il y a une très grande volatilité de l'électorat. On va choisir des nouvelles marques, des nouveaux visages, basés sur cet effet de nouveauté uniquement, quasiment. C'est Emmanuel Macron qui va être plébiscité pendant une période, puis qui va retomber. C'est Manuel Valls. Leur particularité, et ça c'est plutôt, ça part d'en haut, c'est-à-dire la particularité des nouveaux élus ou de cette nouvelle élite politique, c'est d'être au fond déconnecté des partis politiques et c'est d'être elle aussi très individuelle, comme les électeurs. C'est des marques individuelles. Macron, il le revendique d'ailleurs, cette déconnexion avec le parti. Oui. Et c'est leur condition d'existence. On a vu apparaître des micro-partis qui sont des machines électorales destinées à soutenir uniquement un candidat. On voit que les partis traditionnels, un peu comme le vôtre, deviennent plutôt des écuries ou des machines électorales qui vont se concentrer pendant la primaire. Anne Levade ne fait pas partie du parti Les Républicains. Et par ailleurs, c'est pas la primaire du parti Les Républicains, c'est celle de la droite et du centre. Oui, exactement. C'est la primaire de la droite et au fond, on va désigner un candidat. On va accoucher d'un candidat. On va accoucher d'un candidat. Ce candidat, après, la machine va se mettre à son service. Au fond, on est plus au service d'individus que d'une cause. Et c'est ça qui provoque une extraordinaire confusion dans le champ politique. Comment on pourrait résumer cela, Claude Posternac, avant de parler de votre initiative? Est-ce que c'est le slogan « Fais-le toi-même, n'attends pas tout de l'État, n'attends pas tout d'en haut surtout » ? Non, je ne pense pas. Je pense que le sujet des Français, c'est un simple sujet d'efficacité. C'est-à-dire que les politiques qui sont à la tête de différents gouvernements, si on regarde, j'ai listé Fabius élu en 1978, Juppé est rentré en politique en 1976, Fillon en 81, Sarko en 88, Hollande en 88. À toutes ces personnes, j'ai envie de poser une seule question. Vous êtes là depuis 30, 40 ans dans la vie politique. Dites-moi une seule chose que vous avez fait de bien pour ce pays. Bon. C'est une question difficile, douloureuse, mais malheureusement, les Français connaissent la réponse. Et ce qu'ils reprochent aux politiques, c'est de promettre. Sarkozy parle de rupture, Hollande parle du changement, et puis à l'arrivée, il n'y a ni rupture ni changement. La droite dans l'opposition est libérale, la gauche dans l'opposition est gauchiste, et quand ils arrivent au pouvoir, ils pratiquent un même capitalisme étatique qui fait que ça ne fonctionne pas. Donc ce que souhaitent les Français, c'est de l'efficacité. Cette rébellion, elle est sur l'efficacité. Et le paradoxe... Rébellion, carrément ? Oui, oui, parce que, attendez, quand vous arrivez à un chiffre... attention aux mots, oui. Non, le chiffre, ça s'appelle une rébellion. 80% des Français ne souhaitent pas Nicolas Sarkozy en 2017, 78% des Français ne souhaitent pas François Hollande en 2017, et 74% ne souhaitent pas Marine Le Pen. Si ça, c'est pas un rejet profond de la politique, et c'est un rejet d'autant plus profond qu'on se dit, on est contre ce système qui est représenté par des gens qui n'arrivent pas à répondre aux préoccupations des Français. Et ça continue, c'est-à-dire que les Français ont l'impression de ne pas être entendus et que le paradoxe, c'est que les partis politiques ont été créés au début du siècle pour être les avant-gardes. Aujourd'hui, l'avant-garde est dans l'opinion. Et ce décalage est une des explications de cette crise. C'est-à-dire que les Français aujourd'hui sont beaucoup plus matures, sont moins conservateurs que les partis politiques. C'est très intéressant, on va en parler. Cyril, là, je vais vous laisser réagir également à ce premier tour de table. Et vous allez nous raconter votre initiative avec ce site Parlement et Citoyens, c'est très intéressant. Oui. Alors oui, Parlement et Citoyens, c'est un peu cette idée-là de reconnecter, dans notre cas, les parlementaires avec les citoyens. Sans être dans une contestation, là encore nous, de la démocratie représentative, mais dans une contestation du fonctionnement de la démocratie représentative, dont on constate qu'elle fonctionne à huis clos et avec des gens qui, eux aussi, sont toujours les mêmes. Et sur le sujet de la question de l'ubérisation du politique, moi, je vois plutôt aujourd'hui une ubérisation des corps intermédiaires dans la question de la politique. J'entendais les intervenants précédents, j'avais réagi quand j'entendais quelqu'un qui disait « on a fait une grande concertation des taxis ». Mais je n'ai pas entendu parler de concertation des taxis. Probablement que les représentants des taxis étaient à la table de négociation, ce qui est très bien, et ils sont légitimes, mais les taxis eux-mêmes n'y étaient pas. Et notre idée avec Parlement et Citoyens, c'est de dire... On a construit un système avec un ensemble de corps intermédiaires, et je ne cite pas simplement les syndicats, l'ensemble des organisations qui sont assises à la table de négociation. Très bien, on les reconnaît comme soit légitimes, soit experts, etc. Et on laisse le citoyen sur le bord de la route. Moi, je rappellerai l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme qui reconnaît le droit à chaque citoyen de participer à l'élaboration de la loi. Donc ce qu'on essaye de faire, en fait, nous, c'est d'augmenter la démocratie représentative par le numérique. C'est de dire, eh bien, quand vous voulez élaborer une loi, qu'est-ce que vous faites ? Vous faites des auditions avec quelques-uns à huis clos. Nous, on vous propose d'élaborer cette loi à ciel ouvert avec tout le monde. Et ce qu'on amène comme argument, et ce qu'on a démontré au fil des années, c'est qu'on amène de l'efficacité, parce qu'effectivement, avec le système
dans son fonctionnement, les politiques voient ça, avec notre système, ils peuvent regarder à 360 degrés. Mais ça amène aussi un autre avantage, c'est que les citoyens étant impliqués dans la construction de la politique, en comprennent les tenants et les aboutissants, et les éventuelles limites que rencontrent les politiques. Les difficultés exactement pour ensuite la prise de décision et ses résultats. Absolument. Juste, je vais m'arrêter sur le mot syndicat, puis on va élargir le débat. Anne Levat, est-ce qu'il y a en ce moment, non pas une attaque en règle des syndicats, mais une remise en cause? Aujourd'hui encore, c'est la ministre du Travail, Myriam El Khomri, qui veut favoriser la voie référendaire. En gros, c'est la démocratie directe au sein des entreprises plutôt que la démocratie, là encore, représentative. Est-ce qu'on est en train de dire dans notre pays, stop, il y a trop d'intermédiaires? On se souvient d'ailleurs que c'était Nicolas Sarkozy qui avait dit, oula, stop aux corps intermédiaires, qui avait fait hurler tout le monde à l'époque. Alors, je crois que d'une certaine manière, mais c'est plus ancien dans leur cas, les syndicats sont victimes du même problème de représentativité que les politiques. C'est-à-dire que cette crise de la représentativité, elle prend des formes différentes. Et c'est le sentiment, évidemment, démultiplié par la voie du numérique, que chacun peut avoir, à tort ou à raison d'ailleurs, mais qu'en tout cas il exprime, de dire qu'on n'agit pas de la manière qu'il souhaiterait que l'on agisse. Et évidemment, la très grande difficulté, je pense, à appréhender ce phénomène, c'est aussi que le numérique donne une dimension d'instantanéité, du coup aussi d'éparpillement parfois, ce qui conduit à ce que cette espèce de relais d'articulation entre le direct en réalité plus que le participatif. Moi je suis toujours un peu gênée par l'idée de démocratie participative parce que élire quelqu'un c'est participer. Mais bon, ça je ne vais pas faire ma juriste trop longtemps. Mais donc le participatif tel qu'on l'entend ici, c'est-à-dire en réalité une forme de démocratie directe aux côtés de la démocratie représentative, c'est que ça n'a de sens que si elle se consolide, j'allais dire l'une l'autre. Si le participatif ou le direct vient aider le représentatif. Si en revanche l'objectif est de déstructurer le représentatif, mais ça c'est important. Ça peut-être qu'il y a des différences entre vous, parce que et c'est là qu'il y a des voies. Anne Levat et différentes. Cyril Lage, vous dites ça va venir renforcer. C'est pour renforcer notre démocratie représentative. C'est relégitimer d'une certaine manière. Donc l'aider. Mais moi j'ai l'impression que Claude Posternac, vous nous dites depuis tout à l'heure, c'est le nini. Les Français ne veulent plus de ça, Eh bien voilà, on va venir avec d'autres candidats, citoyens pour 2017. Et finalement nous substituer quelque part aux politiques. Mais les politiques, à partir du moment où je fais le constat et les chiffres que je vous ai donnés, il faut une autre réponse. Qui peut être laquelle ça peut être, mais c'est une réponse politique, c'est-à-dire c'est une réponse politique avec un candidat à la présidentielle en 2017, c'est évident. Mais on parlait des syndicats. Globalement, aujourd'hui, il y a une crise de la représentation, qu'elle soit politique et sociale. On parle de représentation, vous savez très bien que il y a 6 fois moins aujourd'hui d'adhérents à la CGT qu'à la Libération. Il y a 2 fois moins qu'en 1980. Et le poids des syndicats dans le privé, où ils négocient en ce moment, tourne autour de 4%. Bon, c'est extrêmement faible. Donc, lorsque vous vous retrouvez avec une représentation qui est aussi faible, et lorsque, j'allais dire, la délégation du peuple est opposée au peuple, il y a un problème. Ce matin, il y a un sondage qui sort, 82% des salariés souhaitent pouvoir faire un référendum dans leur entreprise. Un représentant de la gauche historique sort, c'est un scandale, etc. Et on dialogue sur Twitter, et je lui dis, mais tu préfères défendre les représentants du peuple au peuple lui-même. C'est-à-dire qu'on continue à avoir... Attention à utiliser beaucoup le mot peuple. Non, mais, pour moi, le peuple a toujours raison. On est dans un système démocratique, le peuple a toujours raison. Et je respecte la délégation et je respecte la démocratie. Ce qui ne fonctionne plus dans cette délégation, c'est que les personnes à qui on délègue ne sont plus représentatifs. Lorsque vous avez un homme politique qui a fait 40 ans de vie politique, comment voulez-vous qu'il comprenne la vie quotidienne des Français? Quand vous avez un syndicaliste de la même façon qui est rentré à 18 ans comme permanent et qui 40 ans plus tard est toujours permanent, comment voulez-vous qu'il comprenne la vie quotidienne? La situation n'était pas plus nuancée parce qu'en même temps, il y a ce besoin de renouveau, mais il y a un fort besoin, Philippe Moreau-Chevrolet, d'expérience. C'est-à-dire que les Français vous demandent également, dans une situation internationale, économique, politique, sociale très compliquée, de l'expérience. Donc il va falloir quand même marier la nouveauté et l'expérience. L'expérience, elle sert à quoi aujourd'hui? Attendez, attendez, regardez, nous avons 40 ans d'expérience, nous avons des déficits, nous avons 6 500 000 personnes inscrites à Pôle emploi.
l'expérience, elle sert à quoi? Dites-moi, elle sert à quoi? Je vous pose la question. Ce qui est intéressant dans l'initiative de Claude Posternak, qui est une initiative qui n'est pas isolée, puisqu'on a aussi une initiative d'Eliott Lepers, Arnaud Champremier-Trigano, sur le même terrain, d'avoir un candidat de la société civile. Donc c'est une démarche intéressante. Au fond, il y a ce fantasme, excusez-moi, de remplacer le politique par des gens effectivement neufs. Donc on retombe sur cette idée des nouvelles marques qu'on n'a pas essayées. Et il y a quelque chose de plus profond et qui rejoint ce que dit Claude Posternak, qui est le problème de la représentation. Ce que ça veut dire que d'être représenté par quelqu'un. Et c'est vrai qu'il y a une déconnexion telle aujourd'hui entre les élites et le peuple ou les électeurs qu'on ne peut pas vraiment se sentir représenté quand on est un électeur périurbain, etc., par quelqu'un qui va avoir fait l'ENA, quelqu'un qui va être au fond dans les palais nationaux depuis toujours. Il y a un vrai problème de lien. Mais ce problème de lien, ça se traduit dans les problèmes de communication basiques de Hollande, Macron, etc., avec le peuple, avec les électeurs, ou Sarkozy aujourd'hui, qui parle beaucoup d'argent, qui parle beaucoup de Carla, mais qui parle finalement assez peu de la France. Il y a un problème de lien. C'est-à-dire que le lien est cassé. Le lien est cassé, et en politique, il y a une façon de recréer le lien. Malheureusement, ça ne se décrète pas. C'est le phénomène à la Podemos. Alors, on va prendre des exemples. On prend des gens issus du peuple Cyril Lage, on va prendre des exemples. Allons en Espagne. Le mouvement au départ citoyen, Podemos. Tout le monde a dit bravo. Prenons aussi de l'autre côté de l'échiquier politique en Italie, Beppe Grillo, également citoyen. Que sont-ils devenus aujourd'hui? Des formations politiques classiques qui veulent gouverner. Classique. Les leaders sont issus des rangs chez Podemos. Les leaders sont issus et cooptés. Je fais juste une parenthèse, excusez-moi. On s'appelle transition, c'est pas un hasard, c'est pas un mot qui a été choisi comme ça. Transition, c'est de dire, écoutez, les partis politiques aujourd'hui sont dans l'incapacité de répondre concrètement et efficacement, efficacement aux soucis des Français. Donc la transition, c'est de dire, parfois dans l'histoire, et ça a existé à la Libération, la société civile s'est mise autour de la table et a décidé ce que serait l'avenir de la France. Ça a été le programme du Conseil national de résistance. Nous sommes quand même dans une situation avec un taux de chômage monstrueux, nous sommes face à des déficits extraordinaires et nous sommes face à un danger extérieur et intérieur extrêmement important. Donc nous sommes dans une situation particulière qui peut mériter qu'à un moment donné, les personnages... Je repose ma question entre le besoin de renouveau et l'expérience face à une situation... Les personnes de la vie politique, de la vie associative et de la vie civile peuvent se mettre autour d'une table, qui soit de droite et de gauche, et rester de droite et rester de gauche, pour répondre aux soucis des Français, qui est un souci majeur d'efficacité. Je suis d'accord avec vous, aussi bien dans les pays... C'est de Bayrou, c'est un peu du Bayrou quand même. Non, Cyril Lage. Non, parce que la transition, c'est passé. N'allons pas dans ce débat-là. C'est passé. Assez d'accord, effectivement, sur le renouvellement de la classe politique et le fait, je t'entendais quand tu parlais 76, et je me dis, tiens, il est rentré en politique l'année où je suis né. Donc effectivement, il est là depuis toujours. Ils sont là depuis toujours. Et un renouvellement, effectivement, serait souhaitable. Mais mon point de vue, la façon dont on travaille au sein de Parlement et citoyens, c'est aussi de considérer qu'au-delà des têtes, il faut aussi et surtout changer la méthode et donc le logiciel. On a vu des expériences, je prendrais par exemple le Parti Pirate, notamment en Allemagne, qui arrivait avec une envie forte de renouveler, etc. Mais même en France, on a un certain nombre de gens qui sont rentrés à l'Assemblée et au Sénat avec cette envie de changer. Mais quand ils rentrent dans le système, ils doivent jouer avec les règles du système. Et tant qu'on ne fera pas changer les deux en même temps, on n'arrivera jamais à faire évoluer les choses. Et ce qu'on cherche aujourd'hui, nous, effectivement, c'est à amener les politiques sur ce changement. Mais ce qui nous différencie peut-être d'autres mouvements citoyens qui sont dans cette dynamique de changement, c'est qu'on a, nous, fait le choix non pas d'être, et c'est complètement légitime, dans la dénonciation de ce qui fonctionne mal, sans aller même jusqu'à la corruption, etc. Nous, on a fait le choix inverse. On s'est dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer un projet et on va essayer d'embarquer avec nous ceux des parlementaires qui veulent bien changer le logiciel. Et l'idée, donc, c'était de créer un cercle vertueux. On a démarré avec 5 parlementaires qu'on a été chercher, et ça s'est fait finalement assez facilement. On est en 2010, où le sujet dont on parle là, il ne passe pas du tout comme on le débat aujourd'hui. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est en train de se répandre de façon incroyable. On a plus de 20 parlementaires dans la communauté, 30 000 citoyens. On devra avoir plus de 100 parlementaires d'ici fin 2016. Aujourd'hui, on est contacté de toutes parts pour utiliser la plateforme. La ville de Rennes l'utilise, la ville de Mulhouse, prochainement à Grenoble. On est aussi à l'Office de consultation publique de Montréal, des entreprises, des associations. Donc la problématique, c'est une problématique de gouvernance qui est générale à l'ensemble des organisations. La gouvernance, voilà, c'est la réaction, justement, je vais vous la citer parce qu'elle relaye un petit peu ma question tout à l'heure. Je ne me fais pas l'avocat du diable, mais je vous pousse un petit peu
pour que vous me répondiez. C'est Henri Doms qui vous dit, Anne Levade, mais ils disent tous cela avant d'obtenir le pouvoir. Société civile aujourd'hui, parti politique demain, une fois arrivé. Quelle différence? Ça veut dire, quelle garantie que quelqu'un qui est issu de la société civile, et on le respecte, ça peut être vous, ça peut être moi ou quelqu'un d'autre, puisse porter un message différent d'un responsable politique, d'un élu, je ne le défends pas, mais qui a un ancrage et son expérience? C'est très compliqué de vous répondre, surtout en arrivant j'allais dire, au bout du tour de table, parce qu'il y a tellement de choses en fait qui sont évoquées ici. J'ai envie de dire de manière un peu provocatrice, s'il suffisait de faire partir tout le monde pour remplacer tout le monde pour que ça marche, évidemment, il ne faudrait pas hésiter une seconde pour le faire. Je ne suis pas du tout convaincue, autant vous dire que ce soit aussi simple que ça. Et que, effectivement, ça suffirait à fonctionner. J'ajoute que les partis que vous évoquiez, entre l'Espagne, l'Italie, etc., sont aussi des partis qui ont des pratiques extrêmement différentes, indépendamment même de la question de savoir s'ils deviennent des partis dans le système, dès lors qu'ils ont des élus et qu'ils participent. Je prends l'exemple du 5 étoiles et de BP Grillo. À un moment donné, s'est posé la question pour, de mémoire, une quinzaine de parlementaires italiens issus de ce mouvement, de savoir si, par la position qu'ils avaient prise, donc logique même du mandat représentatif, ils étaient toujours conformes à la ligne, en quelque sorte. Et on a mis en place une espèce de grand tribunal populaire via Internet, où on a décidé de les exclure du groupe politique. C'est quand même, j'allais dire, sur le plan des relations entre gouvernés et gouvernants, entre représentants et représentés, un phénomène qui est un peu particulier. De mémoire, il devait y avoir 17 000 personnes qui ont voté pour les virer purement et simplement du groupe politique. Ils avaient un peu plus de 17 000 électeurs. Donc, vous voyez qu'il y a aussi la question de l'outil qu'on utilise. Après, on a beaucoup parlé des partis. Et c'est vrai que les partis... Alors, c'est très difficile parce que le problème de tous est le même. Des gouvernants, des partis, des syndicats. Cette question de la représentativité, elle se pose partout. Mais par définition, la représentativité qu'on peut légitimement attendre de chacun de ces acteurs n'est pas la même. On a besoin de syndicats représentatifs pour jouer leur rôle de partenaires sociaux. On a besoin de partis politiques représentatifs, tout en sachant que par définition, nous n'avons pas vocation à tous adhérer à des partis politiques, et que donc là, il y a déjà une démarche, et que par définition, le parti politique est d'abord le représentant de ses adhérents, parce que c'est d'abord structurellement une association. Les gouvernants, en revanche, doivent être les représentants de l'ensemble du peuple ou de la nation, quelle que soit la lecture qu'on en a, mais en tout cas de l'ensemble d'un corps social. Dans un monde idéal. Donc voilà, ces questions de représentativité sont les mêmes. Derrière tout cela, il y a aussi cette idée, moi contre laquelle j'avoue, j'allais dire je me bats, c'est beaucoup dire, enfin, que je conteste pour partie. C'est la question de savoir si l'on est mieux représenté par quelqu'un qui nécessairement vous ressemble. Prendre un exemple, je ne suis pas certaine d'être mieux représentée par une femme que par un homme, en soi au motif que je suis une femme. Donc la question de la ressemblance dans toutes les facettes qui peuvent être les siennes. Oui. Avant de faire le procès d'intention. Avant de faire un procès d'intention sur ce que pourrait être cet avenir-là, il faut déjà faire un bilan de ce qui existe. Et ce qui existe, c'est aujourd'hui, il y a un véritable rejet. Il suffit de voir les études d'opinion qui... Sur le constat, on est d'accord. Bon, donc il y a un rejet. Donc à partir de là, il faut trouver des solutions. Il faut des partis, il faut une droite, il faut une gauche, il faut des syndicats, il faut une représentation. La seule chose qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, le système est totalement bloqué. Donc, il faut le débloquer. Et pour le débloquer, la transition, ça veut dire passer un passage transitoire qui permet à un président de transition de ne faire qu'un mandat pour faire la transformation du pays, parce que la transformation du pays, les Français le souhaitent et les partis ne le font pas. Même si la situation est compliquée, même si on est dans une tension internationale, même s'il y a les taux, même s'il y a la dette, etc., etc. On sait tout ça. Ce qu'on sait, c'est que aujourd'hui les partis politiques sont synonymes de carriérisme d'une part, et surtout de conservatisme, c'est-à-dire qu'ils figent tout. Et les Français ont l'impression de vivre deux poids, deux mesures, c'est-à-dire qu'ils défendent fortement leurs intérêts, et les Français se sentent aujourd'hui abandonnés. Et en particulier, moi je viens, excusez-moi, je viens pas partout les partis politiques. Je viens du milieu rural. Aujourd'hui, dans un milieu rural, lorsque vous décidez d'imposer aux charges sociales patronales les SARL, alors que les petits commerçants, les artisans sont les derniers à faire du lien social, ça veut dire que vous êtes très très loin de la réalité de ce que vivent les Français. Je voudrais vous laisser conclure, c'est vraiment une minute
minutes, une phrase chacun. Selon vous, Philippe Moreau-Chevrolet, on est également dans un pays, il faut le rappeler, qui a une très forte culture politique, un attachement politique. La France ne peut pas la comparer à d'autres pays européens. Même s'il y a le ni l'un ni l'autre, on est attaché à cette culture politique, etc. Est-ce que vous pensez malgré tout que cet essor peut se construire avec les partis politiques ou alors contre, et qu'il peut y avoir un avenir en tous les cas en France, selon vous? Il y a une volonté de faire de la politique chez les Français. Il y a une incompréhension qu'on reflète bien dans le débat entre la volonté des Français aujourd'hui d'avoir des pratiques axées sur la transparence, sur la responsabilité individuelle des gens, sur l'investissement aussi individuel. C'est-à-dire que les gens ne veulent pas être militants pour aller coller des affiches pour un tel, on ne sait pas très bien pourquoi, ils veulent avoir des résultats, un épanouissement personnel dans la démarche politique. Ils veulent un changement des pratiques, mais pas au sens où c'est de la corruption, effectivement. Ils veulent juste que ça reflète leur habitude sur Internet, leurs nouvelles pratiques culturelles et leur façon de communiquer et de vouloir être représentés. Si les partis ne comprennent pas ça, on aura des aventures populistes, inévitablement. Il y a un parti qui arrive mieux à faire que d'autres, c'est le Front National, qui séduit une large majorité des jeunes aujourd'hui. C'est inquiétant et il faudrait que les partis traditionnels se demandent pourquoi. Ce que vous avez dit. Le mot de conclusion, Cyril Lage? Je dirais que, comme tu viens de le dire, dans ce débat qu'on vient d'avoir, ce qui manque aujourd'hui, je pense, dans l'esprit des partis, c'est cette capacité à accepter l'expérimentation. On le voit bien, même quand ils se plantent lamentablement, ils viennent encore nous expliquer avec des discours que ça a marché. Et il y a cette incapacité d'accepter l'échec comme faisant partie de la vie, alors qu'on le connaît tous, et ils devraient expérimenter. Et nous, quand on le fait et qu'on dit aux gens c'est une expérimentation, ils adhèrent. Et alors, parce que sinon, on va faire des matchs de ping-pong comme on fait là, en disant, nous, il faudrait changer ci, de l'autre côté, oui, mais donc ça c'est bien, etc. Puis juger mais se donner effectivement cette capacité de faire des erreurs et de construire ensemble. Merci, en tous les cas. Je suis sûre qu'on aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup pour ce débat et cette analyse. La suite de votre émission, et c'est à présent la folle histoire des lois. Ça va vous intéresser, Anne Levade. Une rubrique, une parenthèse toujours un peu décalée pour expliquer la naissance et l'évolution d'une loi, d'un texte. Et on va revenir ce soir sur l'histoire de la preuve en droit. Regardez. Il est candidat, là. Au Moyen-Âge, ce n'était pas le corps de la victime que l'on examinait, mais celui de l'accusé. Pour savoir s'il disait vrai, l'accusé était soumis à l'ordalie. On plongeait sa main dans l'eau bouillante, puis on la plaçait dans un étui de cuir. Si au bout de 3 jours, la brûlure avait mauvais aspect, cela signifiait que l'accusé, impur, avait menti. Ah! Il est coupable, c'est sûr! Regardez, il y a même du pu. Il doit nous cacher autre chose. À l'époque des rois francs, l'accusé devait prouver son innocence en jurant devant Dieu. Mais en cas d'accusation grave, il devait trouver d'autres personnes prêtes à jurer avec lui, des co-jureurs. Dame Frénégonde, soupçonnée d'adultère par son mari le roi Chilpéric, prêta serment accompagnée de 300 co-jureurs et de 3 évêques. Reine Frédégonde, jurez-vous devant Dieu ne point avoir commis d'adultère? Je jure! Alors, c'est qui avait raison? L'accusé pouvait également faire appel à un témoin, à la condition que ce témoin soit irréprochable. C'est-à-dire ni une femme de mauvaise vie, ni, évidemment, un étranger. Au XIIIe siècle, apparaît la question, moyen de preuve consistant à torturer l'accusé en pleine salle d'audience pour obtenir un aveu. On affectionnait particulièrement la question de l'eau, une ingestion forcée de grandes quantités d'eau qui ne laissait aucune mutilation sur l'accusé. Faites attention au parquet quand même, hein. En 1789, les révolutionnaires déclarent que tout homme est présumé innocent et qu'en l'absence de preuves, le doute profite à l'accusé. Mais demeure encore aujourd'hui la règle de l'intime conviction qui permet au juge de condamner non sur la base d'une preuve, mais d'un ressenti. Ce qui nous montre scientifiquement que l'accusé ne pouvait être sur les lieux au moment du crime. Oui, mais non. Moi, je pense quand même qu'il est coupable. Allez, 15 ans. 15 ans. On s'oppose vite. Voilà pour cette rubrique, cette parenthèse. On va tout de suite retrouver Paul Bouffard pour les principales informations de la soirée. Le mouvement des taxis est reconduit pour demain, mercredi. La préfecture de police invite donc les franciliens à éviter l'ouest et l'est de la capitale. Le mouvement a commencé aujourd'hui en parallèle avec des manifestations de fonctionnaires et des contrôleurs aériens. Retour sur ce mardi noir avec Louis Sibyl. Journée noire en France.
Malgré l'appel à la dispersion du préfet de Paris, les taxis restent ce soir encore mobilisés. Avec une colère, la concurrence jugée déloyale des VTC. Toute la journée, la circulation a été fortement ralentie et l'accès aux aéroports bloqué. À Orly, un manifestant a même été grièvement blessé. 20 interpellations ont eu lieu. Ce midi, réunion d'urgence à Matignon, le Premier ministre promet des contrôles renforcés des VTC, un accompagnement pour les taxis en difficulté financière, la nomination d'un médiateur dans les 48 heures et une concertation qui doit aboutir dans les 3 prochains mois. Les organisations professionnelles restent méfiantes. Quand vous avez quelqu'un qui est à l'agonie, ce n'est pas 3 mois qui vont le sauver. On a besoin de mesures rapides et urgentes, tout simplement. Autre mouvement, celui de la fonction publique. Professeurs, personnel hospitalier, policiers, ils étaient plusieurs milliers dans les cortèges un peu partout en France. Ce qui motive les collègues, c'est les salaires, parce que les salaires des profs ne sont pas satisfaisants. Les fonctionnaires manifestent contre le gel de leur salaire. Selon les syndicats, ils ont perdu entre 8 et 10% de leur pouvoir d'achat en 5 ans. Mais la ministre de la fonction publique a déjà prévenu qu'il n'y aurait pas de grosse augmentation de salaire. Les enseignants ont manifesté aussi contre la réforme du collège qui doit entrer en vigueur à la rentrée en septembre prochain. Au Sénat, cette journée de grève a fait réagir à gauche comme à droite. Écoutez ces réactions au micro de Faustine Saint-Geniès. On recrute des fonctionnaires massivement alors qu'on les paye à crédit dès le mois de novembre et qu'on leur gèle le point d'indice qui permet l'évolution des salaires depuis plusieurs années, ce qui est absolument intenable. On l'a vu d'ailleurs encore avec la mobilisation contre le terrorisme suite aux attentats. On a besoin d'une fonction publique qui rend un service important à la population, donc il faut le reconnaître, et le reconnaître, ça passe aussi par le salaire. Il ne suffit pas simplement de saluer le travail qui peut être réalisé par les fonctionnaires dans ces circonstances-là, et puis par ailleurs ne jamais reconnaître, y compris matériellement, donc par l'amélioration de leur pouvoir d'achat ou l'amélioration de leur déroulement de carrière. Une autre journée de mobilisation est à prévoir demain, celle des éleveurs français en colère. Les annonces de Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture, n'ont visiblement pas convaincu les agriculteurs. Partout en France, les syndicats maintiennent la pression. Mounir Soussi. Les producteurs du Sud-Ouest touchés par la grippe aviaire reprennent un peu d'oxygène. Pour faire face à l'épidémie et aux conséquences du vide sanitaire, le gouvernement leur attribue une enveloppe de 130 millions d'euros, près de la moitié des fonds débloqués aujourd'hui. Un montant qui satisfait les éleveurs de canards, mais les autres filières en difficulté attendent elles aussi un geste plus important. Le ministre a pris un certain nombre de mesures. Je le dis ici, sans esprit polémique, c'est notoirement insuffisant. J'ai des retours qui montrent dans l'ouest de la France, particulièrement touché, qu'il faudrait multiplier par 2, voire par 3 le montant. Un avis partagé par la FNSEA qui dénonce des mesures rustines. Pour le syndicat, les 290 millions d'euros débloqués ne suffiront pas à atténuer la crise du secteur agricole, affaibli par la politique des prix appliquée par l'industrie agroalimentaire et la grande distribution. Ces fonds d'urgence s'ajoutent au plan d'aide de 3 milliards d'euros décidé à l'automne dernier, après une vague d'action durant tout l'été, conclue par une manifestation géante place de la Nation à Paris. Demain, mobilisation et blocage sont prévus, notamment en Bretagne, où les agriculteurs annoncent un mercredi noir sur les routes. Élection à la tête de l'ARF, le républicain Philippe Richert est devenu aujourd'hui président de l'Association des régions de France. L'élu du Grand Est veut se placer en interlocuteur direct avec le gouvernement en matière d'emploi. On l'écoute tout de suite. Je pense que les 6 ans qui viennent, ça doit d'abord être un travail de partenariat avec l'État, de transfert de compétences, expérimentaux ou définitifs, de remise à plat de la participation de l'État à la fiscalité de la région, parce qu'aujourd'hui, nous avons des marges de manœuvre très faibles, nous sommes dans une situation fragile malgré la taille de ces nouvelles régions. Et on voit bien que pour beaucoup de sujets, le président de la République a parlé de l'emploi, on sait très bien que pour essayer de lutter, ça passera notamment par les régions. Il faut donc qu'on travaille un partenariat et que l'État reconnaisse ce partenariat. En bref, le sénateur de Haute-Corse, Joseph Castelli, toujours en garde à vue. L'élu radical de gauche est interrogé par la police dans le cadre d'une enquête sur le financement de travaux dans sa maison au sud de Bastia. Et tout de suite, on passe à la revue de presse. La revue de presse, et on découvre ensemble les unes de vos quotidiens et hebdo. On va commencer, Paul, avec Libération.
qui annonce la visite du président Rouhani en France. Rouhani en France, mollo sur le Molla, titre Le Quotidien. Hassan Rouhani, rieur en une. Le président iranien entame une visite historique à Paris. Et Libération souligne que malgré un visage modéré, policé, le régime de Téhéran est toujours loin d'être fréquentable. C'est à lire dans Libération demain. On va passer, Paul, à la une du Monde, datée demain, bien sûr. Oui, à la une, un moustique. Sonia, ce fameux moustique vecteur d'un fléau mondial, le paludisme, et de la propagation d'un inquiétant virus, le Zika. Figurez-vous que ces petites bêtes génétiquement modifiées pourraient combattre ces fléaux. Le Monde en fait son dossier. À suivre donc la guerre larvée des moustiques. On va découvrir la couverture de l'hebdomadaire Le 1. Exactement, le grand casse-tête chinois, titre l'hebdo. Le 1 s'arrête sur l'inquiétude du monde entier face à la fin du miracle chinois. Assiste-t-on à la chute d'un système ou à son adaptation? Une question d'actualité à lire donc dans le 1. Vous trouverez également cet entretien avec le sinologue Jean-Luc Doménac. Les difficultés chinoises actuelles marquent un tournant politique majeur. Un krach boursier pourrait même exposer le pays à une désertion de ses élites. Et dites-nous, Paul, qu'est-ce qu'on peut découvrir à la une de Society? Society, le 15 hebdomadaire qui revient avec un dossier spécial sur la catastrophe aérienne de la Malaysia Airlines, presque 2 ans après le crash du MH370. Et notez aussi cette enquête sur les finances du terrorisme, comment l'État français traque l'argent de Daesh. Les enquêteurs de la cellule TracFin ont ouvert leurs portes aux journalistes. Quelques dizaines de personnes qui, depuis Bercy à Paris, ont pour mission de traquer les terroristes en suivant leurs mouvements financiers. Society, toujours passionnant à lire, Sonia. Merci beaucoup, Paul. À demain. À demain. Avec plaisir. Et on arrive à la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. À suivre, ce sont les moments choisis de Preuve par 3. L'invité, c'est le président du groupe Les Républicains au Sénat, Bruno Retailleau. Quant à moi, je vous retrouve avec plaisir demain. Belle et douce fin de soirée en notre compagnie. Et en musique, on termine avec la nouvelle chanson, bien sûr, de Renaud qui précède son album Toujours debout. Tout ce qui tombe autour de moi, c'est l'hécatombe, c'est Guernica. Tout ce qui tombe, tombe à tour de bras. Et moi je suis toujours là, toujours vivant, rassurez-vous. Toujours la banane, toujours debout. Il est pané ou mal barré, le crétin qui voudra m'en